tendance qui a été mesurée par Visit for Africa pour être soi-même investisseur. Donc je viens coacher une start-up, mais j'investis aussi en apportant du capital. Et ça, c'est ce qu'on appelle maintenant les diaspora angels. C'est un phénomène qui s'accélère en Afrique et qui apporte aux Africains, aux startups africaines, une expertise et un carrière international. Et ça, c'est un phénomène qui est beaucoup nourri par tous les étudiants en école de commerce d'origine africaine, qui voient le potentiel africain et qui, plutôt que de continuer une carrière en Europe, va décider de revenir au pays pour créer de la valeur dans leur pays d'origine. Et j'aimerais conclure, parce que le passage à l'échelle ne pourra pas se faire sans l'appui des gouvernements et sans l'appui des États. Et je pense que les success stories, où on voit un État qui va innover comme une start-up, qui va être dans la disruption, qui va faire le maximum pour que ces startups, ces entrepreneurs puissent résoudre les problèmes. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de l'Afrique, ça existe déjà en Afrique, par exemple avec le Rwanda. Le Rwanda, le président Paul Kagame répète souvent que l'entrepreneuriat, ou en tout cas penser de manière entrepreneuriale, c'est la meilleure façon de développer un pays. Et aujourd'hui, le Rwanda, qui est parti, non pas de rien, mais qui est parti presque du désastre en 1994, c'est un pays qui a fait disparaître la génocide. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus innovants, les plus disruptifs du continent africain. Il faut savoir que le Rwanda, c'est le pays qui a complètement revu et réinventé un nouveau modèle en matière de ville intelligente, en matière de e-santé, télémédecine, en matière d'administration, de numérisation de l'administration. Aujourd'hui, on peut recevoir tous ces papiers administratifs en envoyant un SMS, la disparition du papier. En matière de fintech, la disparition progressive du cash. Le Rwanda, c'est en train de devenir l'un des premiers pays cashless au monde, avant même les pays scandinaves. Là, il n'y a pas longtemps, il y avait un reportage où il disait que la Suède est un pays pionnier vers le cashless. Bah non, en fait, non, c'est le Rwanda qui est avant la Suède. C'est presque le premier pays au monde qui va faire disparaître la monnaie papier. Et quelque part, on se dit que ce type de mindset, ce type cette façon de voir les choses, de se dire que le digital, l'innovation, la volonté de résoudre des problèmes, c'est pas uniquement une question d'entrepreneur, ça peut être aussi un état d'esprit adopté par les États. Et le Rwanda, c'est l'illustration qu'on peut utiliser l'innovation, c'est pas un buzzword, c'est du concret. Par exemple, aujourd'hui, le Rwanda, donc, qui est un pays extrêmement montagneux, 13 millions d'habitants, avec des collines partout, donc c'est le pays des collines, c'est comment apporter des poches de sang. Ça, c'est un projet que j'ai vu, j'étais il n'y a pas longtemps à Kigali. Comment apporter des poches de sang aux personnes accidentées dans les zones reculées, les zones montagneuses du Rwanda. Le Rwanda, c'est le premier pays au monde à avoir, en train d'expérimenter et en train de passer à l'échelle l'utilisation des drones. Aujourd'hui, ce sont des drones qui délivrent des poches de sang aux hôpitaux, aux dispensaires, aux cases de santé dans les zones rurales du Rwanda, pour les personnes qui ont besoin de sang, par exemple les femmes enceintes qui font une hémorragie, ou pour les personnes qui ont fait un accident. Et c'est notamment d'autant plus utile que lorsqu'il y a la saison des pluies, les routes sont complètement impraticables. Et quelque part, on se dit qu'un État, aujourd'hui, est capable d'utiliser l'innovation pour le bien commun. Donc là, on est loin des schémas d'ubérisation, de disruption et anglais dans un schéma très négatif, mais pour du bien commun, pour plus de transparence. Et si aujourd'hui le modèle rwandais se généralisait, on passerait, et que l'Afrique, dans son intégralité, pensait comme le Rwanda et se mettait à innover comme le Rwanda, on passerait d'un continent qui serait importateur passif de technologies de téléphone à un exportateur net d'innovation qui serait destiné au reste du monde. Je vous remercie. Merci Samir, merci. Je pense qu'on va remercier encore Samir parce que Samir est une force moveuse comme ça. C'est des gens qui ont compris très tôt qu'il fallait mettre en avant, disons, l'innovation. Les politiques se battent autour du pétrole. Les sources d'énergie fossile qui vont disparaître un jour. Les politiques se battent sur des actifs tangibles. Et nous, aujourd'hui, on est là pour mettre en avant ce que j'appelle l'immatériel. C'est immatériel qui est quand même un driver très très important pour le développement dont l'Afrique a besoin.
j'ai retenu une idée très intéressante développée par Samir. Il a dit que le centre de gravité se déplaçait vers l'Afrique. Je pense que ça, c'est encore un plus par rapport, disons, aux afro-optimistes, mais qui va quand même déchanter les afro-pessimistes. Dans mes travaux, j'ai utilisé un concept qu'on appelle l'auto-efficacité innovante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça s'inspire des théories de Bandura, ce qu'on appelle la cognition sociale. Quand un individu croit à une chose, il met de l'énergie. C'est dire qu'au bout il y a des résultats, la personne ne va pas lésiner sur les moyens pour y arriver. Et ça, on appelle l'auto-efficacité. Et dans le cas de mes travaux, je l'appelle l'auto-efficacité innovante, et c'est quand même très important. Rien qu'à déjà entendre que le centre de gravité va se déplacer en Afrique, avec tous ces tech hubs qui en moins de 5 ans sont passés à plus de 500, je pense que j'ai lu un puits de Gilles Babine qui le disait, autour de 500, je pense qu'il y a quand même de croire un peu à tous ces éléments. L'Afrique a des soucis, accès à tout ce qui est besoin de base. On a besoin quand même de résoudre, disons, les défis du Sahel, ça vient d'en parler. Et ce qui est génial, c'est quoi? La solution, ce n'est pas des actes tangibles, c'est de dire aujourd'hui qu'il ne faudrait pas rater la révolution déjà du digital. Le digital est à la portée de tout le monde. Et je pense quand même qu'on a de très bonnes opportunités à saisir aujourd'hui, en tout cas, pour impulser une véritable dynamique de notre développement. Et pour finir, un triptyque. 3 facteurs clés de succès. 3 key success factors. Le mentoring, le financement, mais aussi quand même aider ce qu'on appelle les tech hubs. Il a dit qu'il faut y aller. On va y discuter avec il a, on est tout à fait d'accord, qui va donc aborder une thématique intitulée l'innovation, un impératif dans un monde de transformation. Mais avant cela, je vais donner peut-être la parole à l'auditoire, juste quand même de recueillir 2 à 3 questions maximum pour quand même, pour que vous puissiez contribuer. La parole est donnée à qui voudrait la prendre. 3 personnes. Et je vais aller de ma droite à ma gauche. Qui voudrait aujourd'hui, en tout cas, poser des questions à Samir, qui a traité de la thématique de l'innovation et de l'Afrique. Je pense qu'elle a parfaitement posé. Présentez-vous. Biral? Ok, Biral, oui. Biral, je vais t'appeler. Qui veut reprendre la parole? L'appétit vient en mangeant. Je vais donc demander à Biral de poser sa question. Merci. Merci beaucoup, Samir, merci beaucoup pour ta présentation. Donc, je m'appelle Babacar Biral. Je suis entrepreneur depuis 2013 et j'ai créé 2 boîtes depuis 2013. Une boîte qui accompagne des startups qui s'appelle Conquer et une autre boîte récemment aux États-Unis et au Sénégal qui est spécialisée dans ce qu'on appelle Entrepreneur Relationship Management. Donc, on travaille dans tout ce qui est collaboration entre entreprises et startups également. Et ma question va dans ce sens. Tu as très bien fait de parler de l'aspect organique du développement des hubs et du fait que l'État peut soit venir appuyer ou pas. Je n'ai pas beaucoup entendu le rôle que de grandes entreprises peuvent avoir dans le développement de ces hubs. Quel modèle de collaboration constitue le meilleur entre entreprises et startups pour pouvoir justement aller vers des objectifs communs de disruption de réinvention de business models, de nouveaux business models, d'atteindre plus facilement de nouveaux marchés, de pouvoir tout simplement réinventer la culture de l'entreprise qui a tendance à rester sur des modèles un peu plus traditionnels en interne surtout. Donc ma question c'est vraiment cela. Quel modèle de collaboration entre entreprises, surtout les grandes entreprises, et aussi les entreprises publiques également, pas seulement les entreprises privées, et les startups. Merci. C'est le cas. Là, c'est la question en fait, que je pose, c'est la question de l'innovation ouverte, c'est l'innovation, c'est comment les grands groupes peuvent créer de la valeur, une valeur cachée, mais que les startups, par leur agilité, peuvent les aider à mieux voir. Et quelque part, la startup qui a le modèle économique, qui peut identifier cette valeur, n'a pas forcément la masse critique
qu'un groupe peut avoir, donc c'est du gagnant-gagnant. Après la question c'est comment est-ce qu'on peut capturer cette valeur, identifier c'est bien, et capturer c'est mieux. Et je pense qu'il y a quand même des success stories qui sont intéressantes. Par exemple, si on prend, j'avais mentionné par exemple le cas d'Ebola en Casamance, au Sénégal, Emouma est passé de 500, avait identifié un problème qui était le fait de la rétention d'informations par les intermédiaires qui fait que les agriculteurs finalement n'arrivaient pas à vivre convenablement du produit de leur récolte parce qu'ils vendaient soit qu'ils n'arrivaient pas à vendre au juste prix ou se faisaient en fait spolier par les intermédiaires. Emouma avait réussi à identifier cette valeur, mais avait un problème de passage à l'échelle. Et finalement, non seulement il a réussi